Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venu de Paris jusqu'à chez moi ici pour cette interview. Je considère ça comme une marque d'amitié, puis peut-être aussi compte tenu de l'importance des idées que j'ai développées depuis des décennies et que sans doute vous partagez sinon dans leur totalité, du moins en grande partie. Encore une fois, je vous remercie d'être venu ici. Alors, en ce qui concerne mon âge, il est certain que je commence à le porter vraiment. Je ne suis plus l'homme que j'étais dans le passé. J'étais à l'aise dans mes différentes interventions, que ce soit dans des conférences ou que ce soit dans des interviews. Maintenant, c'est devenu un peu plus difficile. Alors, je vous demande de ne pas être trop exigeant, de regarder davantage les idées que je développe que la forme qui peut n'être pas ce qu'elle devrait être. En tous les cas, je compte sur votre compréhension. Absolument, absolument. Alors, nous allons commencer d'Arachide. On va parler international avant d'aller en Algérie, parce que c'est ça l'essentiel de cette interview. Mais juste une idée sur le conflit actuel, d'actualité israélo-palestinien. C'est un problème. Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de mes auditeurs sur le fait que je dois m'expliquer en langue française, langue dans laquelle je suis plus à l'aise, pour m'exprimer de manière tout à fait convenable. Et puis, il y a aussi dans ma préoccupation le fait que je ne m'adresse pas qu'à une partie des Algériens, disons à la Kabylie, je m'adresse à l'Algérie entière. Or, la langue française est plus ou moins répandue, encore qu'elle commence à se restreindre à travers l'Algérie entière. Je m'adresse aux Kabyles, mais aussi je m'adresse aux Chaouis, je m'adresse aux Algérois, je m'adresse aux Constantinois, aux Oranais, en fin de compte à tout le monde, et j'aurais bien aimé à l'Afrique du Nord entière. Parfait. Donc, on commence avec le conflit israélo-palestinien. Oui, c'est tout à fait normal que l'on parle de la question palestinienne. C'est une question qui est à l'ordre du jour. Et c'est aussi une question qui n'est pas exclusivement palestinienne. Elle intéresse le monde entier et elle intéresse particulièrement le monde musulman. Et je dirais, je préciserai, le monde qui se réclame de l'arabité vraiment et faussement. Alors, dès le départ, je tiens à préciser une chose. Je tiens à condamner tous les crimes qui se sont produits ces temps derniers, d'un côté et de l'autre, du côté des Palestiniens comme du côté des Israéliens, en ce qui concerne notamment les enfants, les femmes et les vieillards. Tout ce monde particulier doit être préservé et le combat doit s'engager entre les forces réelles qui jouent un rôle dominant dans la colonisation palestinienne. Ceci étant dit, je dois préciser qu'on ne peut pas placer sur les mêmes pieds les deux crimes commis par les Palestiniens et ceux commis par les Israéliens. Ceux commis par les Israéliens sont d'une importance absolument incroyable. Ils se sont livrés à des massacres. Ils sont en train d'exterminer, de chercher à exterminer les Palestiniens. Ils pratiquent une politique génocidaire, incontestablement génocidaire. Parmi les personnes qui ont été touchées par ces massacres, eh bien, il y a des enfants qui se comptent par centaines de mille.
Il y a des femmes qui se comptent par centaines de mille, des vieillards qui se comptent par centaines de mille. Il n'y a aucune commune mesure entre les massacres accomplis par les dominateurs, à savoir Israël, et ceux commis, que je condamne quand même, et je tiens à le souligner, ceux commis par les Palestiniens ces derniers temps. Cela étant dit, le problème de la responsabilité se pose. Je n'exonère pas, et je l'ai déjà dit, les Palestiniens de leur responsabilité des actes que je réprouve encore une fois commis sur la personne des enfants, des femmes et des vieillards. Mais la responsabilité des Israéliens est autrement plus grande, elle est autrement plus profonde, et je considère même qu'elle est déterminante de toutes les responsabilités. Ils sont en réalité responsables et des massacres commis sur les Palestiniens et des massacres qui ont été commis, enfin des crimes qui ont été commis ces derniers temps sur les Israéliens. Leur responsabilité fondamentale, elle est dominante, elle est déterminante. Les Palestiniens vivaient tranquillement, d'un sommeil profond, sur leur terre, bercés par une musique ensorcelée qui appartient au passé. Ils s'en remettaient à Dieu pour résoudre leurs problèmes. Ils ont mené une vie d'innocents. Jamais ils ne pouvaient s'entendre à cette intervention qui est venue de l'extérieur. Elle est venue d'Israéliens précisément. Ils ne pouvaient s'y attendre et personne ne s'y attendait sauf les initiés. Parce que les problèmes qui se posaient anciennement à la communauté juive se posaient dans le monde occidental, surtout dans le monde européen. Ils ne se posaient pas dans le monde asiatique, ils ne se posaient pas dans le monde du Moyen-Orient. Le problème se posait surtout en Europe. Les Juifs ont été persécutés, c'est vrai, ils ont été grandement persécutés en Europe. Sous Vichy, on sait ce qui s'est passé en France, des arrestations, des emprisonnements, des envois dans des camps de concentration. Les Allemands ont été jusqu'à parler de solution finale en ce qui concerne les Juifs. Il y a eu des programmes un petit peu partout en Europe. En fin de compte, il y a eu la Shoah. Je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, je le redis encore actuellement, il est incontestable que les Juifs ont souffert, beaucoup souffert. D'après Hitler, le dernier combat qui a été engagé contre eux, c'était la solution finale. Ils ont énormément souffert. Mais c'est tout à fait normal que parmi eux naisse un désir de trouver une solution. Mais la solution aurait pu être trouvée dans le cadre de l'Europe qui, avec le temps, s'engage progressivement dans la voie de la démocratie, s'intégrer plus pleinement dans la vie des populations des peuples européens, et où ils occupent déjà des positions importantes au point de vue financier, au point de vue économique, en ce qui concerne les médias, où ils jouent déjà un rôle important, avec évidemment une position, une situation à parfaire. Au lieu de cela, ils ont pensé au Moyen-Orient, ils ont pensé à la Palestine, du moins certains d'entre eux, parmi les élites, ont pensé que dans le lointain passé, bien avant Jésus-Christ, eh bien la Palestine était juive et qu'on était donc en droit de la récupérer. Molière, dans une de ses pièces, disait « La maison est à moi, c'est à vous d'en sortir. » Donc la maison leur appartient, c'est aux Palestiniens de partir, c'est à eux d'en sortir. Je dois préciser cependant que le monde n'a pas connu que cette élite
qui s'est engagé dans cette voie. Le monde, depuis les temps lointains, depuis au moins le Moyen-Âge et peut-être même pendant l'Antiquité, il y a eu des personnalités juives qui ont été des personnalités de progrès dans le domaine des sciences, dans le domaine de la pensée, dans le domaine technique, dans le domaine de la technologie. Ils ont contribué à la construction de la pensée progressiste et des avancées de l'histoire à travers le monde entier. Il faut ne pas l'ignorer. Mais ces élites dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont des élites qui sont mal inspirées, qui sont mal orientées. Ça a commencé à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, un certain nombre de juifs intellectuels ont considéré que la vie qu'ils mènent en Europe est absolument impossible, qu'il faut donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, songer à s'installer au Moyen-Orient et en Palestine. Ça a été le sionisme. Ça a été le sionisme qui a été créé à la fin du 19e siècle. Tout à fait au départ, il s'agissait d'acheter des propriétés de pauvres Palestiniens en attendant mieux. Et effectivement, ils ont développé leur pensée. L'Europe a connu à partir d'un certain moment une évolution. Je crois que vous êtes informés de la déclaration de Balfour en 1917. Je regarde le nom de la personne qui en est l'auteur, parce que je n'ai pas la mémoire, c'est Théodore... non, c'est enfin, en ce qui concerne le sionisme, c'est Théodore Herzl. Et on fait cette déclaration de Balfour 1927 qui provient de personnalités gouvernementales anglaises. Et la guerre terminée, il y a eu au Liban. Un commencement d'invasion. Comment? C'était au Liban, Darfour. Non, Balfour, c'est Londres. La déclaration de Balfour, c'est à Londres. Ce sont des gouvernements. Alors l'orientation est donnée, elle a appuyé celle du sionisme qui a été créée par Herzl au 19e siècle. C'était l'invasion, la première invasion. L'Europe a beaucoup à se reprocher. Ils ont facilité les choses. Un État a été créé. Il a été très vite reconnu. Et puis on a appelé évidemment tous les Juifs à venir en Palestine, à occuper la Palestine. C'était les frontières du premier État étaient trop étroites pour contenir tout ce monde. Il fallait élargir. C'est l'espace vital de Hitler. Nous sommes à l'étroit de notre territoire. Il faut que ce territoire s'élargisse et qu'il s'élargisse sans cesse. Je vous précise qu'il faut faire une différence très grande entre le monde juif et le sionisme. Le sionisme, en réalité, dès sa naissance, portait dans ses ailes le poison du fascisme. Il n'apparaissait pas au grand jour tout à fait au départ, mais le poison était existait déjà, était porté par les ailes du sionisme. Et puis par la suite, ça s'est affirmé de manière complète. Ils étaient en position de force, ils étaient bien armés parce qu'ils étaient aidés par le monde occidental. Ils ont cherché à élargir le territoire. C'est la Nakba dont tout le monde a entendu parler. Déjà en rentrant, ils sont rentrés par la violence et ils se sont étendus par la violence. En réalité, la Nakba n'a jamais cessé. Elle n'a jamais cessé. Jusqu'à ces derniers temps, elle a duré en Cisjordanie. Et la guerre qui est menée contre la bande de Gaza, les Gazaouis, relève de cette idée. Il fallait chasser les Palestiniens de leur territoire, ou c'est la mort, ils avaient à choisir, ou la mort, ou le départ. Il fallait, en fin de compte, qu'Israël finisse par s'installer à l'échelle de la Palestine entière. C'est l'objectif qui est visé. C'est la domination, c'est du colonialisme,
c'est du fascisme. J'ai dit que c'est une forme particulière du fascisme. C'est la démocratie pour les Israéliens, et une démocratie qui est toute relative d'ailleurs, parce que il y a des Arabes dans Israël qui ne vivent pas dans l'égalité absolue avec les Juifs. Elle est donc relative, et c'est le fascisme pour les autres. Ce que les Juifs ont subi pendant la guerre mondiale récente, ils sont en train de la faire subir aux Palestiniens. L'histoire est un éternel recommencement. C'est une entreprise génocidaire, c'est une entreprise d'extermination. Les Palestiniens sont mis devant un choix, ou partir ou se faire tuer. Donc, encore une fois, la responsabilité totale de ce qui s'est passé en Palestine depuis 1946-1947 jusqu'à l'époque actuelle, tout ce qui s'est produit, tous les morts qui se sont produits du côté des Palestiniens comme du côté des Israéliens, quels qu'en soient les responsables, la responsabilité profonde appartient à ces Israéliens. À partir d'un certain moment, les dirigeants israéliens sont devenus des fascistes. Et ils sont en condamnés, et on voit actuellement le soulèvement qui se fait à l'échelle du monde entier. Est-ce qu'ils vont gagner? Jusqu'à maintenant, dans les batailles engagées, ils ont eu incontestablement le dessus. Mais, encore une fois, ils ont gagné des batailles, mais ils vont perdre la guerre. La situation est en train de changer à l'échelle mondiale. Jusqu'à une période tout à fait récente, le monde occidental, le monde des possédants, le monde des dominants, était dominant, réellement dominant à l'échelle du monde entier. Mais la situation, elle est en train de changer. Elle est en train de changer parce qu'il y a toute une série de peuples qui sont en train de s'engager dans la voie de l'évolution, dans la voie du développement. Il y a notamment deux pays, la Russie et la Chine, qui sont en train de connaître un développement à ce point important qu'ils sont en train de contrebalancer l'influence du monde dominant, du monde occidental. Et ça se révèle un petit peu partout, jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'à l'Arabie Saoudite qui dépendait totalement, tout le monde arabe d'ailleurs, je parle spécialement de l'Arabie Saoudite, totalement des États-Unis. Ils leur vendent le pétrole à bas prix, et leur protection est assurée par l'Amérique. Les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer parce qu'il y a un mûrissement qui se fait au sein du monde arabe et au sein du monde musulman. Il y a un mûrissement qui est en train de se faire. Il y a les populations qui commencent à bouger et les dirigeants ne peuvent plus ne pas en tenir compte. Et il y a eu un décrochage de ce monde, un commencement de décrochage qui ne peut pas ne pas se poursuivre. Jusqu'à une date récente, le monde occidental, Israël était le seul pays à être aidé par le monde occidental. Il pouvait acheter ou recevoir, tous les armes qu'il pouvait, les meilleures armes qui peuvent être créées. Israël est devenu une forteresse bardée de fer et d'acier. Ils ont une armée puissante, très puissante, et ils ont des armes sophistiquées, parmi les plus sophistiquées. Et lorsque les Arabes et certains musulmans de cette région voulaient acheter ces armes sophistiquées, eh bien, Israël s'y opposait et automatiquement ces pays acceptaient les protestations d'Israël. Mais actuellement, les choses sont en train de changer. Vous avez dit notamment la Russie et la Chine. Est-ce qu'on peut parler du BRICS, justement?
J'y arriverai. La Russie, elle est en train de connaître des développements techniques et technologiques importants. La Chine est en voie d'une évolution absolument incroyable. Il constitue maintenant des forces redoutables. Et le monde arabe a fini par comprendre qu'il peut se décrocher, que c'est son intérêt, et surtout poussé par les masses populaires qui commencent à se réveiller, eh bien, commence à se décrocher de l'Amérique, à se décrocher de l'Europe pour s'entendre de plus en plus avec ces pays-là. Mais si l'Amérique ne leur vend plus, si l'Europe ne leur vend plus ces armes sophistiquées, ils peuvent maintenant les avoir du côté de la Russie et du côté des Chinois. Et plus on ira, plus cette tendance se renforcera. Et inévitablement, plus on ira, plus l'Iran, l'Arabie Saoudite, enfin tous les pays du Moyen-Orient, y compris les pays nord-africains, seront armés de forces suffisantes et suffisamment avancées pour faire face avantageusement aux possibilités militaires israéliennes. Le camp va changer, la situation, le rapport des forces se modifiera. Plus on ira, plus il se modifiera. Donc, je peux me permettre de dire, en tenant compte de l'aspect matériel, mais aussi de l'aspect politique, qu'un tournant est en train de se faire. Ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, les victoires que peut avoir Israël seront des victoires à la paix. Déjà, le monde arabe est obligé de se ressaisir. Déjà, le monde des pays sous-développés rentre dans la voie de la contestation, rentre dans la voie de la protestation, et il commence à s'organiser de telle sorte qu'ils disent leur adhésion, leur soutien aux pays qui peuvent être touchés par ces pays occidentaux. Une situation nouvelle est en train de se créer. Elle est en train de se créer à la faveur des Palestiniens et à la défaveur d'Israël. Dans quelques années, le monde arabe et le monde musulman sera suffisamment fort pour contraindre les Israéliens à changer de position. On parle ces derniers temps de la constitution de deux États. Je suis pour ma part favorable à la constitution de ces deux États à condition qu'ils soient justement équilibrés, mais je doute fort qu'ils puissent subsister longtemps parce que le mal qu'a fait Israël contre les Palestiniens est à ce point grand que les Arabes ne peuvent pas s'en souvenir et ne peuvent pas chercher à effacer tout ce dont ils ont souffert jusqu'à maintenant. Ok. Un petit mot sur le BRICS. Alors, en ce qui concerne le BRICS, précisément, c'est une illustration de ce que je viens de vous dire. Il fut un temps, le monde arabe, dans sa composition réelle comme dans sa composition artificielle, c'est-à-dire les vrais et les faux, et une grande partie des faux arabes, se sont appuyés plutôt sur l'Amérique. Maintenant, du fait de cette situation nouvelle qui est créée, eh bien, ils changent de position. Et les BRICS, déjà lorsqu'ils n'étaient que 5, ils constituaient une force suffisamment grande qui pouvait s'opposer fermement à la domination des pays européens et américains. Et maintenant, les pays qui étaient sous domination de ces pays européens et américains commencent à comprendre qu'une possibilité leur est offerte de se soustraire à cette domination et avoir une liberté de mouvement suffisante. Ils décrochent, ils sont en train de décrocher, et le mouvement, je pense qu'il va s'accentuer.
surtout sous la pression des masses populaires, en faveur de ce courant d'opinion qui est en train de s'élargir à l'échelle mondiale que constitue le BRICS. Sans l'Algérie, recalée. Je pense que l'Algérie n'a pas été acceptée cette fois-ci. Il y a eu des forces qui sont intervenues, qui ne sont pas favorables à l'Algérie. Je pense que les pays réellement arabes, ils sont pour quelque chose. Je pense qu'il arrivera un moment où, en fin de compte, si elle le veut, elle sera également comprise. Parfait. Ça, c'était le côté international. Donc, on peut dire que c'est partie remise. Ok. Nous allons maintenant parler de l'Algérie et de la lutte contre l'arabisme et l'arabo-islamisme. Oui, alors, sur ce point, je voudrais faire quelques développements historiques. J'aurais aimé qu'il soit aussi court que possible, encore que l'état dans lequel je suis ne m'en donne pas tout à fait les possibilités. Ce courant hostile à l'arabisme et à l'arabo-islamisme est né concrètement en 1945. L'initiateur, je l'ai toujours dit, je le maintiens et je ne cesserai jamais de le dire, c'est Laimesh Ali. C'est lui qui a pris l'initiative de lancer ce courant, entouré de quelques amis, les plus proches étant Siwali Benay, que tout le monde connaît maintenant, de Ammar Ould Hamouda, et puis permettez-moi de dire de Rachid Alihia. Ce courant d'opinion n'est pas un courant d'opinion renfermé dans la Kabylie. Il ne concerne pas exclusivement la Kabylie. Certes, la spécificité en Kabylie s'est posée et il fallait lutter pour en tenir compte, mais ce problème de la Kabylie a été posé de manière plus élargie, il est posé à l'échelle de l'Algérie entière et je dirais à l'échelle de l'Afrique du Nord entière. C'est pendant cette période-ci qu'on a commencé à parler de Massinissa, qu'on a commencé à parler de Yogurta, qu'on a commencé à parler de Husseila, qu'on a commencé de Hannibal. On a même parlé d'Hannibal, comme vous dites. On pensait à l'époque qu'on pouvait le comprendre dans l'africanité, alors qu'en réalité c'était un dominateur. Enfin, passons. J'ai parlé de Qusayla, je parle également de la Kahena, de Dihya. Voilà. On parlait donc de tout ça. Autrement dit, la vision n'était pas limitée à la Kabylie, elle était étendue à l'Afrique du Nord entière. Ali Laimesh est mort tôt. Un an après qu'il ait lancé ce courant, il nous a quittés. Et puis, la personnalité la plus imposante de l'époque, parce qu'il était en même temps responsable du PPA à l'échelle de la Kabylie, c'était Siwali. Et sous sa direction, nous avons continué à travailler. Benay Wali. Oui. Nous avons continué à travailler. Nous avons travaillé dans la totale discrétion. Une discrétion à la fois vis-à-vis de la France, à la fois vis-à-vis du PPA. Certains pensent qu'on constituait un mouvement important, c'est absolument faux. C'est un petit courant limité, mais qui était assez bien reçu par la population. Organiquement, il était très faible, nous étions très peu nombreux en tant que militants, mais les idées se répandaient davantage. Et puis, les personnes qui étaient à la tête de ce courant étaient connues comme des personnalités désintéressées, des personnalités qui voulaient le bien du pays, de l'Algérie entière, de l'Afrique du Nord entière. Avec le temps, il y a eu la guerre. Pendant la guerre, on a tué Siwali, comme vous le savez. On a tué Ammar également, on les a assassinés. Mais avec eux ont été assassinés la plupart des partisans de l'Algérie algérienne qui vivaient, qui étaient en Algérie.
y compris ceux qui sont partis de France pour participer à la guerre de libération nationale. Notre position à l'époque, c'était la position suivante. Nous devions appeler tous nos partisans et nos sympathisants à rejoindre le FLN et le ALN. Nous aussi, nous devons, si la situation, si la révolution se développe, nous aussi, nous y participerons. En ce qui concerne Siwale, Ammar et moi-même, eh bien, nous devons garder quand même nos idées. C'était une question d'honneur en ce qui nous concerne. Eh bien, pour cela, Siwale et Ammar Benaï et Ammar Hamouda ont été assassinés. Il ne reste qu'un, c'est Rachid Ali Yahya. Et s'il a survécu, c'est parce que son action a été développée en France. Il avait une influence en France. La plupart des cadres qui existaient en France, moyens qui existaient en France, étaient des éléments sensibles à ses idées. Ils ont assuré sa protection et même à la tête, il y a des personnalités qui ont travaillé à sa protection et c'est pourquoi je me trouve aujourd'hui devant vous. J'ai continué la lutte. Notre position n'était pas spécifiquement kabyle. Elle était algérienne. Elle était berbère. Elle concernait et l'Algérie et l'Afrique du Nord entière. Après ce qu'on a appelé l'indépendance, en réalité, en ce qui me concerne, j'ai toujours dit, nous nous sommes libérés de l'indépendance française, nous sommes tombés dans la dépendance de l'arabo-islamisme. J'ai levé l'étendard de la lutte contre l'arabo-islamisme. Je dois vous dire qu'au départ, ça avait bien pris. Et il y a eu cette intervention d'Aït Hamed, la lutte des clans qui a existé à l'extérieur de l'Algérie à la fin de la guerre et qui s'est développé en France. C'est à qui va prendre le pouvoir. Il a entraîné dans sa lutte, pour des raisons exclusivement personnelles, la Kabylie dans sa lutte parce qu'il était populaire, il faut le dire, il était populaire. Eh bien, le résultat, on le connaît. La Kabylie a été vaincue. Et depuis, certains Kabyles considèrent que la lutte est devenue inutile. Pourquoi s'engager? Nous avons engagé la lutte et nous sommes vaincus. Et le pouvoir de son côté se dit, par la Kabylie, qu'est-ce que c'est? C'est pas une force, c'est pas si important que cela. Eh bien, ils ont connu un soulèvement, on les a battus, qu'ils se soulèvent, on les battra. Et ils ont pratiqué une politique d'isolement de la Kabylie. Ça a commencé avec Ben Bella, ça a continué avec Boumedienne et ça a été constant. Isoler la Kabylie. Nos idées ont été oubliées. On ne parle plus de Ali Laïmesh. On a considéré Benaï Ouali et Ammar al-Hamouda comme des bandits. En ce qui concerne Rachid Ali Yahya, on l'a fui et on a on a tout fait pour l'enterrer. Le pouvoir a tout fait pour cela. Il a mobilisé jusqu'à son propre frère contre lui. Et il faut signaler que vous avez été condamné à mort par... Je n'ai pas été condamné à mort. J'ai été arrêté, j'ai été torturé. Je n'ai pas été condamné à mort. J'ai été condamné à la prison, à l'époque des Français, oui. À la prison, à l'interdiction de séjour. Après l'indépendance, vous avez été... J'ai été arrêté, torturé. Et depuis, on a tout fait pour m'étouffer. On a tout fait pour m'étouffer, pour répandre les idées lancées par ce groupe dont je viens de vous parler. C'est des idées qui, le pouvoir considérait que c'est des idées dangereuses. Il fallait donc absolument tout faire pour éviter qu'elles émergent. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour m'étouffer. Ils ont tout fait pour m'étouffer. Et ils ont tout fait pour isoler la Kabylie. Et ils ont encouragé des forces kabyles pour développer ce régionalisme. On a été jusqu'à parler, et le pouvoir en était content. On a été jusqu'à parler d'une autonomie renforcée. Et même certains se sont égarés au point de parler d'indépendance de la Kabylie. Et le pouvoir ça lui convenait tout à fait, ça faisait son affaire, parce que ça isolait la Kabylie.
Ça a isolé la Kabylie, des éléments berbérophones comme des éléments arabophones. Je me souviens de la lutte que j'ai menée avec des intellectuels de Kabylie qui venaient très souvent me voir parce que même s'ils ne partageaient pas mes idées, ils avaient un grand respect pour moi, ce qui fait qu'ils venaient très souvent pour me voir. Je discutais avec eux, je leur ai dit, mais les Chaouis, qu'est-ce que c'est? Les Touaregs, qu'est-ce que c'est? Les Mozabites, qu'est-ce que c'est? Les berbérophones sont un peu partout en Algérie. On les retrouve un peu partout. Alors, il faut les ignorer. Il dit non, les Chaouis, parce que j'ai souvent insisté sur les Chaouis, mais les Chaouis, c'est des Arabes. Je dis comment c'est des Arabes? Ils disent, parce qu'ils disent qu'ils sont Arabes, et parce qu'ils disent qu'ils sont Arabes, donc ils sont Arabes. Il y a de ce point de vue une infirmité dans l'éducation de notre élite, y compris de notre élite kabyle, qui s'est considérée malheureusement comme plus avancée que les autres. Ils sont prisonniers, c'est important ce que je vais dire, ils se sont prisonniers de l'histoire événementielle. Dans l'histoire, ils ne regardent que les événements qui se sont produits depuis les temps lointains jusqu'à l'époque actuelle. Mais ils ignorent que ces événements, que cette histoire événementielle est conditionnée par une histoire, beaucoup plus profonde. Beaucoup plus profonde. Elle est conditionnée par les formes d'organisation sociale. Elle est conditionnée par des forces économiques, des forces scientifiques, des forces culturelles importantes. C'est sur la base de toutes ces forces-là, de ces formes d'organisation, que se développe l'histoire événementielle. Or, il se trouve que dans le passé, il y a eu un morcellement constant, un morcellement tribal. Depuis les temps les plus reculés de l'histoire, l'Afrique du Nord est divisée en tribus. Je suis clair ou je ne suis pas clair? Et ces tribus sont restées jusqu'à la rentrée des Français qui ont unifié l'Algérie dans leur intérêt évidemment pour mieux l'exploiter et pour en faire un marché aussi large que possible pour bénéficier de ces ressources un peu partout. Il y a eu un morcellement qui s'est fait. Un morcellement, c'est des tribus. Ces tribus se connaissent entre elles de manière limitée. Elles ne se connaissent pas dans leur ensemble. Elles sont renforcées par le morcellement antique. Souvenez-vous des latifundia romains. Elle est renforcée plus tard par le morcellement féodal, des féodalités qui se créent un petit peu partout. Il y a donc ce morcellement tribal, ce morcellement antique et féodal, qui fait que un peu partout naissent des roitelets, des émirats, enfin des autorités étatiques, des autorités limitées parfois à quelques tribus simplement, parfois à quelques tribus un peu plus larges, qui ont parfois des ambitions parfois des ambitions beaucoup plus larges. Il est donc normal, et c'est vrai pour tous les pays ont connu ce mouvement. Ils ont connu ce morcellement et qui a conduit à des morcellements d'autorités étatiques. Il fut un temps, en France, il y a eu jusqu'à 4 États distincts l'un de l'autre, sans compter les féodalités dans chaque État. Un féodal est maître chez lui, est maître de ses possessions et des gens qui y vivent. Ce morcellement a suscité, et c'est tout à fait normal, encore une fois, des émirats, des roitelets, des royautés, des choses. Il y a eu donc 10 ans pour nous occuper de l'Algérie. Il y a eu en Constantine des royautés. Il y a eu à Bougie des royautés. En Kabylie des royautés. Il y a eu en Kabylie, par exemple, c'est-à-dire avant que la France ne vienne, il y a eu au moins 2 rois. 2 rois. Notre ami
appartient à une famille Voilà. royale. Royaume de Coucou. À une famille royale, Coucou. le roi de Coucou, les Beni Abbas de son côté, et il y a même un chercheur qui a parlé de trauma. C'est tout à fait normal qu'il y ait des autorités étatiques, pas un chef qui s'impose par la force simplement, il ne pas bien s'imposer, ou parce que on considère qu'il bénéficie de pouvoirs qui ne sont pas naturels, il finit par s'imposer pour une région déterminée. Au fur et à mesure que des voies de circulation naissent, c'était un peu plus large. À Constantine, on a essayé de s'étendre, y côté dans la région de Bougie. Bougie a fait des percées jusqu'en Tunisie. À Tlemcen, c'est également la même chose parfois. Mais enfin, il y a eu une multitude de roitelets qui se sont installés à l'échelle de l'Afrique du Nord entière et donc de l'Algérie. Mais ce qui est vrai pour l'Algérie, ce morcellement qui existe en Algérie, a existé pendant un certain temps dans tous les pays. Et il y a eu dans tous ces pays-là des autorités étatiques locales en contradiction avec des autorités générales lorsqu'elles existent, parce que parfois elles n'existaient même pas. Et c'est avec le développement, encore une fois, une fois disparu la forme d'organisation tribale, une fois le morcellement féodal détruit, une fois le pays unifié, on peut parler d'un État pour tout le pays. Et en Algérie, le problème se pose maintenant parce que actuellement le morcellement féodal n'existe plus et parce que les tribus sont en train de disparaître et il y a le souvenir de ces tribus qui existent encore. Ça existe encore chez les Chaouis actuellement et un peu partout en Algérie, sauf dans les grandes cités, et c'est en train de disparaître. Donc on peut parler d'un État unifié, d'un État uni, où cet État uni peut être un État unifié, ou lorsqu'il y a à côté, lorsqu'il y a plusieurs nationalités, 2 ou 3 nationalités, on peut créer un État valable qu'un État fédéral. Et en Algérie, le problème se pose précisément, c'est ce problème qui se pose actuellement. Jusqu'à maintenant, c'est la tendance unitaire qui l'a emporté, c'est une politique de domination, une politique de division, une politique qui échouera inévitablement. Et notre politique, c'est la politique de l'Algérie entière, c'est la politique de la fraternité de tous les Algériens berbérophones et arabophones réunis. Justement, parlons du rejet de l'isolement de la Kabylie, de la politique de l'Algérie algérienne fédérale démocratique et sociale. Ce qui se passe maintenant, la politique algérienne du pouvoir actuel envers cette région, tout est fait pour isoler la Kabylie. Absolument. Vous savez que pendant que je développais ces idées-là, par exemple sous Bouteflika, mais on faisait tout, absolument tout, pour éviter qu'il y ait un rapprochement entre, par exemple, les Chaouis et les Kabyles. Il fallait absolument éviter cela, surtout les Chaouis et les Kabyles, parce que ce sont des forces les plus importantes et historiquement les plus importantes, qui peuvent être déterminantes dans l'évolution de la situation. Il fallait absolument, une fois qu'on a compris qu'il y a d'autres forces qui sont berbérophones également, il fallait absolument éviter qu'elles s'entendent entre elles. Et c'est la politique qu'a suivi le pouvoir, parce que nos idées, quoi qu'ils aient fait, elles ont fini par se répandre à travers l'Algérie entière. Elles se sont développées en contrebande, en quelque sorte, souterrainement. Elles ont gagné les esprits. Souvenez-vous de Bouteflika qui a dit que de mon vivant, jamais il ne sera question d'algérianité, de berbérité, etc., etc. Et bien par la suite, du fait du développement de la situation, parce que le mal, c'est les gens sont victimes de l'aliénation nationale, du fait de la politique qui a été faite, la politique impériale du monde arabe. On a identifié l'arabisme à l'islam, ce qui fait être musulman, c'est être en même temps arabe.
Et comme pendant toute une période, la religion domine dans les esprits, l'identité religieuse l'emporte sur tout le reste, et bien, en étant musulman, en étant automatiquement arabe. Le problème qui se pose donc, c'est un problème de libération de des victimes de cette aliénation nationale. Justement, comment mobiliser toutes ces forces en Algérie? Libérer l'Algérie, c'est un travail. Plus l'Algérie rentre dans la voie du progrès, plus elle se développe, plus elle connaît un développement, plus elle rentre dans la modernité, plus les esprits s'éveillent, plus les esprits finissent par comprendre qu'il y a une différence entre la religion, entre la spiritualité et entre la religion et la nationalité. Ce sont des choses qui sont différentes, ils les mettent à leur juste place. Et ils finissent par découvrir, en faisant ces différences, grâce au progrès de la modernité, en faisant ces différences, ils finissent par comprendre que l'Algérie, elle est certes musulmane, du moins en grande partie, mais elle n'est pas arabe. Et plus on va, plus ils la découvrent. Et elle est partagée maintenant et par les berbérophones et par les arabophones, et plus on va, plus elle s'affirme. Vous avez parlé de Kateb Yassine, vous m'avez parlé en privé tout à l'heure de Kateb Yassine. Kateb Yassine, c'est un arabophone. Il a défendu l'algérianité. Il a défendu les berbérophones et les arabophones. En Algérie, il n'y a pas d'arabe. Algérie Je l'ai plurielle. déjà dit, elle n'est pas arabe. L'Algérie, elle est algérienne. L'Algérie est berbère. Dans sa composition nationale, elle n'a pas grandement varié. Les éléments qui sont venus de l'extérieur, en parlant de Carthaginois, des Romains, enfin de tous ceux qui sont venus, comptent, selon certaines estimations, à peine 5% de la population. Ils ne sont pas venus en même temps, les uns après les autres. Ils se sont fondus dans le creuset berbère. C'est comme ça que se forment les nations. En Algérie, il n'y a que des berbères. Des berbères qui, avec le temps, continuent à parler le berbère. Pour d'autres, se sont mis à parler l'arabe. Berbérophone et berbère. Donc il y a des berbères berbérophones et des berbères arabophones. C'est une notion que j'ai lancée très difficilement. Un soulèvement général se produit contre cette affirmation. Et avec le temps, elle a progressé. Et elle a fini par s'imposer jusqu'au pouvoir. Et Bouteflika, en ce qui concerne les berbérophones, il a fini par reconnaître la langue berbère en tant que langue nationale et même en tant que langue officielle. Il a fini par dire qu'en réalité, l'Algérie est berbère. Elle n'est pas arabe, que c'est l'islam qui a fait de l'Afrique du Nord et de l'Algérie. Mais rien n'est fait pour la langue. Arabes. Sur ce point, je tiens à souligner une chose. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, je tiens à le faire publiquement. Saïd Bouteflika, il s'est malheureusement laissé emporter par le vent qui s'est produit les dernières décennies du pouvoir de son frère, avec tout ce qui s'est produit de malsain. Il s'est laissé emporter par ce vent malsain. Mais il était favorable à l'algérianité, il était favorable à la berbérité. Et je crois, j'ai des informations assez précises sur ce point, que c'est surtout grâce à lui, sur la base des développements qui se sont produits à travers l'Algérie entière, que Bouteflika a fini par reconnaître que l'Algérie, en réalité, n'est pas arabe. Il a fini par reconnaître que la langue berbère est une langue nationale et qu'elle est une langue officielle. Mais malheureusement, il faut le souligner, on n'a jamais considéré que l'arabe algérien, c'est la langue nationale et qui doit être également la langue officielle de l'élément arabe berbère arabe. Rien n'est fait dans ce sens, hein. Aussi bien pour l'arabe algérien. Il y a eu une avancée considérable, une avancée très importante qui promettait. On a même constitué une commission. Pour l'unification de la langue berbère, avec les événements qui se sont produits. Et c'est une marche arrière qui s'est produite. J'ai dit,
dans une position que j'ai développée à l'adresse du pouvoir que le pouvoir actuel est en deçà de ce qui a été réalisé à l'époque. C'est la question, nationale. Alors Darachid, ça fait 50 minutes et j'ai abusé de votre temps. Juste, j'ai entendu dire, il y a des bruits qui courent, que vous avez pris une initiative qui a surpris plus d'un. Pouvez-vous nous en parler? Personnellement, j'ai considéré que notre mal fondamental, c'est l'ignorance. C'est parce que nous avons vécu durablement avec des pensées médiévales, des pensées qui relèvent du passé, où des religions parfois trafiquées ont le dessus dans la vie des peuples. L'Algérie et l'Afrique du Nord sont victimes de l'aliénation nationale. Et pour qu'elles s'en dégagent, il fallait qu'elles réalisent des progrès. Qu'elles réalisent des progrès dans la voie de la modernité, dans la voie des idées avancées. La chose ne se fait pas si facilement que cela. Cela d'autant plus que dans tous les pays en voie de développement, il y a des forces qui poussent au développement, mais il y a aussi des forces qui poussent à la stagnation et même à des retours en arrière. C'est une lutte. Inévitablement, avec le temps, c'est la modernité qui finit par s'imposer parce qu'on finit par comprendre que c'est l'intérêt du pays. Et plus la modernité s'impose, plus les esprits se délient, plus les gens finissent par placer les choses à leur juste place. La religion, c'est important pour les peuples. Eh bien, elle doit occuper sa place, mais sa juste place, et la vie nationale doit connaître également sa place distincte, séparée de cette religion qui l'étouffait pendant un certain temps. Elle a également sa place. Et plus les gens finissent par comprendre que l'Algérie n'est pas arabe, elle est musulmane en grande partie, mais elle n'est pas arabe. Les gens finissent par découvrir leur histoire. Ils finissent l'histoire du pays, ils finissent par étudier leur passé, par étudier en profondeur leur culture, par connaître quelle est leur véritable langue, si c'est la langue arabe classique ou si c'est l'arabe algérien. Ils sont en train de découvrir, ils sont encore une fois en train de se libérer de l'aliénation nationale et par devenir de véritables nationaux. C'est une affirmation constante. C'est une affirmation qui ira en se développant inévitablement. Les développements économiques qui se font actuellement en Algérie, on s'est engagé dans cette voie, quoique dans la pratique il y a de très très larges déficiences, eh bien finira par aider à l'affirmation de la modernité. Et puis la modernité, comme je l'ai dit, ça vient de partout. Ça vient de terre, de mer et du ciel, elle vient partout. Les esprits s'ouvrent. Et la modernité imposera inévitablement l'affirmation de l'identité de chaque peuple. Et elle finira par faire comprendre à tous les Algériens qui ne sont pas arabes, à tous les Nord-Africains qui ne sont pas arabes, mais qui sont en réalité des Algériens, des Nord-Africains et des Berbères. C'est une question qui est importante. Les Arabes le savent bien. Ils savent que nous ne sommes pas des Arabes en réalité. Et ils nous le font savoir de diverses façons. Des Algériens qui partent dans le monde arabe, on leur fait comprendre, qui disent que nous sommes des Arabes, on leur dit non, non, vous n'êtes pas des Arabes, vous êtes des Berbères. Parfois, on l'affirme plus ou moins officiellement. Mais ils nous acceptent, parfois, lorsqu'on leur est utile, en tant qu'Arabes, mais en tant qu'Arabes de deuxième classe, occupant dans des assemblées des strapontins. Voilà ce que nous sommes dans le monde arabe. Nous sommes des Arabes de deuxième classe, de leur propre point de vue, et nous occupons des strapontins dans leur pensée. L'élément dominant, ce sont les vrais Arabes.
Et actuellement, l'Arabie Saoudite, avec MDS, c'est comme ça qu'il s'appelle, Ouais. il est en train de s'affirmer. MBS. Il est arrogant. Il tient à affirmer toute sa puissance. Et vous savez combien il a été arrogant vis-à-vis de l'Algérie. Ouais, ouais. C'est même pitoyable. Bah, tous, hein, Les tous. libertés qu'il prend avec le président de la République algérienne, c'est même pitoyable. Absolument pitoyable. C'est pour ça que j'ai dit que, quand même, l'Algérie, l'Afrique du Nord, a été de tout temps un réservoir de dignité, de fierté, y compris dans les pires moments. Que l'on ressente également cette dignité, cette fraternité. En tous les cas, Ils ne sont pas, ils considèrent que c'est être diminué que d'être algérien, que c'est diminué que d'être berbère. Alors, ils veulent se dire arabes. À une période où partout dans le monde, un mouvement est en train de s'affirmer favorable à l'identité de chaque peuple. En Afrique, il est en train de s'affirmer. Souvenez-vous de ce que je vais vous dire, je ne serai pas de ce monde dans quelques petites années, et peut-être dans quelques mois. La négritude d'Houphouët-Boigny et d'Aimé Césaire, qui était en vogue pendant un certain temps, reprendra vie. Elle connaîtra des approfondissements, elle connaîtra des approximations, elle connaîtra des erreurs, mais elle finira par s'emparer du monde africain. Et actuellement, comme vous le savez, on a considéré que Banoun, au Niger, n'est pas un Africain. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Parce qu'il n'est pas suffisamment noir, parce que c'est un Touareg. Partout à travers le monde, chaque pays affirmera sa personnalité, son individualité, sa dignité personnelle, ce qu'il est vraiment dans ses profondeurs, dans ses racines. Et il en sera de même pour l'Algérie, il en sera de même pour l'Afrique du Nord. Notre politique pour une Algérie algérienne, fédérale, démocratique et sociale, c'est une politique de rassemblement de tous les Algériens. C'est une politique de fraternité. Elle gagnera tout le monde. Elle gagnera avec le temps, avec l'affirmation de la modernité, elle finira par gagner tout le monde. C'est sur cette base, à partir de telles convictions, que j'ai engagé mon action. Plus on ira, plus elle se développera. Il faut s'adresser à l'Algérie entière, à l'Afrique du Nord entière. Il faut s'adresser même aux gens qui sont dans les administrations, même aux gens qui sont dans l'armée. Tôt ou tard, ils finiront par découvrir ce qu'ils sont dans la réalité. L'armée, c'est le foyer essentiel du patriotisme dans tous les pays. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Jusqu'à maintenant, l'aliénation nationale est à ce point forte. Leurs dirigeants, qui s'ouvrent maintenant, plus on va, plus ils s'ouvrent. Leurs dirigeants les ont enfermés, ils n'ont rien fait pour qu'il en soit autrement, pour qu'ils se libèrent de cette aliénation nationale. Mais nos idées progressent. Elles sont partagées. Elles sont partagées un peu partout, y compris chez les membres arabophones, dans les administrations, dans l'armée. Bien des gens, parfois que je ne connais pas, me disent vos idées, ils sont partagés dans l'armée de manière de plus en plus sérieuse. Les gens ne se lisent pas, n'en parlent pas entre eux parce que il y a une suspicion et le moment n'est peut-être pas venu. Mais depuis quelque temps, on me dit, il y a des gens qui commencent à discuter entre eux. C'est parce que nous nous sommes trouvés un temps dans une impasse. Le Hirak a certes échoué et je prévoyais son échec. L'Algérie, elle s'est engagée un temps dans la voie de la guerre. Elle n'a pas des soutiens puissants du moment. Pendant un certain temps, elle n'avait pas de soutien puissant du moment. Elle était dans une position qui est difficile. J'estimais que c'était le moment de faire quelque chose. Et j'ai fait ce que je ne croyais jamais faire de ma vie. J'ai pris l'initiative, disons, d'écrire une lettre au président de la République qui
qui n'a pas réagi jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il a lu cette lettre, est-ce qu'il ne l'a pas lu, je n'en sais rien. Mais enfin, je ne suis pas au courant de réaction de la part. Mais ce que je sais, c'est que l'armée en a été informée. Je sais que 3 semaines ou 1 mois après, il y a eu une déclaration de Shengriha qui affirme des positions qui vont dans le sens de celles que nous développons. Certes, ce n'est pas tout à fait clair. Certes, elle demande des confirmations et des éclaircissements, mais c'est déjà, je le dis, c'est déjà un pas en avant dans la bonne direction. J'ai l'impression, y compris, je suis venu depuis en France pour me soigner, je n'ai pas d'informations suffisantes, mais d'après ce que me disent certains, on a continué dans cette voie, l'armée a continué dans cette voie, et c'est une chose qui est importante. Il n'est pas possible que l'armée, qui est le foyer du nationalisme, du patriotisme, ne finisse pas par découvrir ce qu'elle est en réalité et par s'engager dans cette voie. Mustafa Kemal, c'était un soldat à une période où du Khalifa, la Turquie était, ce sont eux qui dirigeaient le monde musulman. Eh bien, c'était un soldat au début qui était fermé, mais avec le temps, il a fini par s'épanouir, par se développer, et on sait le travail qu'il a fait. La rupture avec le monde du passé, l'affirmation de l'esprit turc, de l'identité turque, et plus encore, il a été un peu loin dans la voie de la laïcité. Il a fait des réalisations que les pays les plus avancés n'ont pas réalisées, à savoir l'égalité de l'homme et de la femme, alors qu'en France, par exemple, c'est après la dernière guerre que le problème s'est posé concrètement, qu'il a été résolu théoriquement, mais pour le résoudre concrètement de manière pleine, il faut encore du temps. Il faut donc travailler dans cette voie. Ce n'est pas dans l'isolement qu'on fait avancer les choses. Lorsqu'on est dans l'isolement, le rapport des forces ne change pas. Il reste le même. On ne peut pas faire avancer les choses. Mais en s'adressant à l'Algérie entière et même à l'Afrique du Nord entière, avec un esprit d'ouverture et en développant des idées historiquement, scientifiquement exactes, on ne peut que renforcer ses positions, on ne peut que se trouver avec le temps en position bonne et faire avancer les choses. C'est dans cette voie que je me suis engagé et c'est la seule voie. C'est la seule voie. Il faut travailler à ce que nos idées pénètrent partout, avec constance, avec fermeté. Et l'importance, pour des raisons que je garde pour moi, vous me le permettrez, l'intervention des Chaouis est excessivement importante. Si les Chaouis s'engagent de manière sans cesse plus déterminée dans cette voie, on peut dire que le rapport des forces aura changé de manière considérable. En tout état de cause, l'Algérie algérienne, fédérale, démocratique et sociale, se réalisera quoi qu'on fasse pour l'empêcher. Et je terminerai par dire... Je terminerai par dire vive l'Algérie algérienne fédérale, démocratique et sociale. Il n'y a pas d'autre voie pour l'avenir de l'Algérie dans une Afrique du Nord nord-africaine que cette voie pour l'Afrique du Nord entière. Vive l'unité algérienne, vive l'unité nord-africaine. Darachid, merci beaucoup, merci infiniment.